Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Stéphane Colliac, bonjour, économiste senior chez BNP Paribas. On le disait, le taux d'emprunt français à 10 ans au plus haut depuis juin 2012, 2,71 hier. Est-ce qu'on est, certains le voient déjà, au début de ce krach, juste au début d'une hausse bien plus forte ? Bon, on est dans une période de resserrement monétaire, donc c'est une période où les taux montent. Ce resserrement monétaire est assez brutal, si on regarde. Il a commencé à être brutal d'abord aux États-Unis, il a été retardé, disons, en Europe, et désormais il intervient, il est brutal également. Donc ça veut dire des hausses de taux en un laps de temps assez court finalement, qu'on n'a pas vu depuis à peu près 40 ans. Ouais. Donc c'est normal que les taux longs réagissent à ça, et nous ce qu'on anticipe, c'est que ce resserrement monétaire s'arrête grosso modo à la fin de l'année. Il reste encore pas mal de hausses de taux à faire d'ici là, et la conséquence c'est sur les taux longs qui montent de façon plus que proportionnelle, disons. Est-ce que le laxisme budgétaire de certains États, le Royaume-Uni, la France peut-être aujourd'hui, rajoute à la crise et pourrait déclencher cette crise ? On a une contradiction entre le soutien à l'activité, la croissance qui ralentit, les risques de récession. Il y a des pays où c'est plus que des risques de récession d'ailleurs. Hein. L'Allemagne par exemple. Hein. Oui. Enfin, ils ont de la marge. Hein. Exactement. Voilà. Le plan budgétaire qu'on n'a plus. Et ils peuvent s'en servir. Au Royaume-Uni, c'est un risque important aussi. Donc, soutenir l'économie dans une période de récession, c'est un peu normal, surtout pour une économie anglo-saxonne qui a l'habitude de faire ça. Bien sûr, ça se fait au prix de déficit important, donc ça peut générer un taux d'intérêt plus important, moins à court terme. Mais à un moment donné, quand l'économie va ralentir, quand l'inflation aura atteint son pic, on va arrêter de resserrer les taux, on va peut-être même assouplir les politiques monétaires à un certain moment. Donc c'est un cycle de taux en fait. On ne va pas rester à ces taux élevés ad vitam aeternam. Mais le risque quand même, parce que là vous décrivez quelque part un atterrissage un peu vertueux. Le risque, c'est qu'il y ait une crise, c'est-à-dire comme on l'a vu à plusieurs moments de l'histoire, ça va trop vite. On parlait de la Royaume-Uni où le coût du crédit, parce que beaucoup de taux variables là-bas, pour les ménages britanniques, en moyenne va passer de 800 livres, donc à peu près 800 euros, à 1400 euros l'an prochain. Ça veut dire que beaucoup de ménages ne pourront pas faire face à leurs obligations, à leurs échéances. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous redoutez, Stéphane Colliac, une crise obligataire ? On peut avoir davantage de difficultés, c'est sûr, mais à ce moment-là, je suis à peu près sûr que les banques centrales feront ce qu'elles font d'habitude, ce qu'elles faisaient d'habitude, c'est-à-dire complètement renverser le curseur, faire du quantitative easing au lieu de faire du resserrement monétaire. Et bien évidemment, il y aura quelques semaines, comme en ce moment, où on aura l'impression que le contrôle est un peu moins important. Ouais, c'est encore un euphémisme. Hein. Oui, mais au début de la période Covid, c'était le cas aussi. Hein. Les taux, le spread France-Allemagne était allé bien plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, et ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'on a mis fin à la récré. Mais justement, c'est à quel niveau de taux qu'on considère que ça devient trop dangereux ? On doit lever 270 milliards d'euros de dette en 2023. C'est un record, à des niveaux qu'on n'a donc pas connus depuis 10 ans. À partir de quel niveau de taux on considère que ça n'est plus possible ? Ça reste possible dans le sens où le taux d'intérêt est inférieur à la croissance nominale, assez nettement d'ailleurs. Puisque l'année prochaine, par exemple, le gouvernement, alors nous on est un peu en dessous, mais disons, donnant le chiffre du gouvernement, prévoit 4,6% de croissance nominale. Donc ça veut dire que l'inflation nous aide dans ce contexte-là et que les taux d'intérêt ne la reflètent pas du tout entièrement. C'est 2,70, il y a un écart d'à peu près de 100 points de base. On reste à des taux réels négatifs, c'est ce que vous dites. Ouais. Oui, et dans ce cadre-là, la dette publique n'augmente pas malgré ce phénomène. Ouais. Donc on peut encore aller beaucoup plus haut en termes de taux. Pas forcément. Non, mais pour être... en termes de taux, on peut aller plus haut, mais je pense qu'on va rester avec des taux d'intérêt réels négatifs, quoi qu'il en soit. Donc vous êtes plutôt rassurant, vous, ce matin. Vous dites finalement les marchés ont sans doute tort de peut-être de surréagir, d'augmenter. Non. Comment ? Vous dites non, ils n'ont pas tort, mais la surréaction sur un marché financier, c'est un phénomène tout à fait normal. Quand on se place à plus long terme, on voit que ces surréactions arrivent et qu'après on revient à quelque chose d'un peu plus... Mais il n'y a pas de risque systémique, on a vu, je ne veux pas qu'il y ait de crise, hein, je ne suis pas là pour... Mais simplement, on a vu dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 10 ans, à un moment donné, où il y a des établissements qui ne peuvent pas faire face aux échéances, où il y a la crise de subprime, la crise... Et pour l'instant, vous trouvez que le système financier est beaucoup plus solide qu'il était lors de la dernière crise. Les banques centrales sont beaucoup plus pertinentes qu'avant. Les taux d'intérêt réels restent négatifs. Tout va très bien, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir. Attention, on enregistre ce que vous dites. C'est pas tout à fait vrai. Bon. Mais globalement, c'est vrai, dans le sens où on a des instruments supplémentaires.
On a un instrument maintenant en Europe anti-fragmentation où on peut acheter de la dette d'un État et pas d'un autre. Donc ça, c'est un élément, il faudra voir comment ce sera utilisé. Ça sera un test grandeur nature. Mais de façon microéconomique, bien évidemment qu'il va y avoir des problèmes. On voit déjà que les défaillances d'entreprises en France, pour la première semaine de septembre, sont au niveau de 2019. Ouais. Ce n'était pas le cas auparavant dans l'année. Donc ça peut être une conséquence des prix de l'énergie un peu plus élevés pour les entreprises, ça peut être une conséquence du resserrement monétaire. En tout cas, ça commence à se voir. Donc ces conséquences microéconomiques-là, oui, bien évidemment, mais est-ce que c'est un risque de système? C'est là où je suis plus réticent en disant qu'il y a tous les instruments et que les banques centrales, par le passé, nous ont démontré qu'elles étaient très rapides dès qu'elles percevaient ces risques systémiques pour intervenir. En zone euro, on est protégé par la Banque Centrale Européenne, par justement l'arme anti-déflagration. Comment vous voyez la situation au Royaume-Uni, du coup? Au Royaume-Uni, bon, ils ont décidé d'être totalement indépendants, que monétairement c'était déjà le cas, et budgétairement c'est le cas a fortiori. Mais c'est un pays qui passe par très très bas, donc qui peut inquiéter, mais qui a des capacités de rebond importantes. Donc je ne suis pas forcément inquiet dans le sens où c'est un pays qui a une épargne importante, c'est un pays développé, donc il y a de quoi, il y a des gens pour acheter cette dette publique-là. C'est sûr que quand on en émet beaucoup à court terme, on a plus de mal à placer ce papier, donc les taux montent, c'est normal, c'est une offre et une demande qui se rencontrent. Mais à un certain moment, la Banque centrale d'Angleterre, qui est aussi dans une phase de resserrement, qui peut d'ailleurs accélérer ce resserrement pour défendre la livre à court terme, mais à un moment donné, si la récession est le phénomène dominant par rapport à l'inflation, elle renversera, comme les autres, sa logique et elle achètera davantage de dette publique. Écoutez, merci Stéphane Colliac pour ce vent d'optimisme. Vous nous avez rassuré ce matin, économiste senior chez BNP Paribas.